Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, un nouveau podcast Histoire, la deuxième partie de ce podcast consacré au Goumi. Dans la première partie, on a compris la genèse de ces corps d'armée en Algérie, ensuite au Maroc, le rôle qu'ils ont eu dans la Première Guerre mondiale. Ça, c'est un rôle qui est détaillé dans un autre podcast également, qui leur est consacré au niveau de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, on s'est intéressé à ce deuxième tabord qui est parti en Corse. Et maintenant, il faut parler de ce qui s'est passé en Italie. En Italie, il y avait un verrou qui était celui de Monte Cassino, qui bloquait la montée des armées, des alliés vers Rome, et sur lequel ils ont buté très très longtemps. Ce verrou, Mustafa Kadeli va nous raconter ce qui s'est passé avec ces Goumi. Il faut rappeler quand même que la première performance, c'était le débarquement en Sicile. Les Britanniques et les Anglais ont échoué 3 fois. Et c'est là que les Américains disent aux Français, vos gommiers, là, ils peuvent pas nous faire le boulot. Eh ben, ils l'ont fait. Ils ont réussi à débarquer parce qu'il était une position très bien défendue par les Allemands et les Italiens. À partir de là, ils débarquent à Napoli, et de Napoli, ils montent. Alors, entre Napoli et Monte Cassino, justement, c'est là que l'histoire des prisonniers monnayés, et puis de la violence vis-à-vis des Italiens, pareil, parce que c'était les ordres, il fallait faire peur à l'ennemi, comme on disait, pour qu'il livre les informations. Il raflait les fermes pour récupérer du mouton, parce que pendant les pauses, quand ils vont à l'arrière, eh ben, les officiers leur demandaient de leur faire des méchouis et de leur faire ahidus. Alors juste pour savoir un peu, se situer dans l'ambiance, extrait du journal de juin, quand il parle d'une de ces attaques, il dit « Ce fut un moment angoissant, j'avais une confiance absolue dans cette remarquable unité, dans son commandant, ses officiers, ses hommes recrutés pour la plupart dans les montagnes du Moyen Atlas, et parfaitement à l'aise sur le terrain tel que celui des Abruzzes, avec son climat détestable. » Voilà. Les Abruzzes, c'est une chaîne de montagnes très dure. Oui. Il y a un capitaine qui raconte dans les détails tout cela parce qu'elle était sous les ordres du commandant parlant, du général Guillaume et du général Juin. Oui, justement ce verrou de Monte Cassino parce que c'est la voie pour Rome. Et justement encore les Britanniques et les Américains, la classique, ont essayé plusieurs reprises de prendre d'assaut cette forteresse qui est un monastère que les Allemands ont très bien utilisé pour défendre la route de Rome. Et comme ils ont mis du temps, la propagande allemande a commencé à charrier un petit peu les Américains et les Anglais en disant long way to Rome, parce que justement ils piétinaient au niveau du Monte Cassino, et c'est là que les gommiers et les tirailleurs rentraient en action, et justement au couteau et à la guérilla, ils ont réussi à déverrouiller ce place forte des Allemands. C'est une montagne, ils avaient de l'altitude. Hofker est là-dedans, non ? Oui, mais c'est là qu'il a eu la Silver Star des Américains. C'est le seul, je crois, soldat indigène, non, américain même, carrément. Je ne sais pas s'il y a eu des officiers ou d'autres Français qui l'ont eu, mais c'est là qu'il a eu la Silver Star, une décoration spécifique de l'armée américaine aux étrangers qui font des exploits. Le maestro ? Maestro, il était dans le... Il s'appelle Mohamed Hussein Shiban. Mohamed Hussein Shiban était... Quand je dis le maestro, que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est notre héros de Haïdous. De Haïdous qui dansait avec une canne, quoi. Il était là-dedans aussi. C'est une longue histoire de l'Arhmo. Il était dans le premier tabord. Il a fait l'Italie, il n'a pas fait la Corse, il a fait la Provence. Et j'ai eu la chance de trouver un officier de son tabord qui raconte un petit peu l'itinéraire. J'ai discuté avec lui. Des fois, je le guidais dans le travail. Je me regarde, je lui dis, mais t'étais présent, quoi. Parce qu'au fait, moi, j'avais lu les mémoires de cet officier qui raconte l'itinéraire du premier tabord. Et justement, je voudrais signaler un truc extraordinaire. Cet officier dit, les Marocains vont à la mort heureux. Pourquoi ? Parce que ça c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la littérature, l'indifférence par rapport à la mort. Parce que, soi-disant, dans les bateaux, entre la Corse et la Provence, il chantait. Et j'ai posé la question au maestro. Il me dit, mais tu fous, mais tu crois qu'il y a quelqu'un qui va à la mort heureux ? Non. On faisait dhikr, des litanies religieuses. C'est ça. Dhikr. Il dit, on ne sait pas qui va mourir, et quand on meurt, on n'est pas ritualisé.
C'est-à-dire on t'enterre avec tes petits habits comme c'est ça. C'est quelque chose qui perturbait beaucoup. Oui, ça perturbait beaucoup, c'est la situation de la guerre. Et donc il dit, on chantait les litanies religieuses, dhikr, pour se galvaniser entre nous, et puis comme une sorte de prière de mort qu'on faisait nous-mêmes pour nous-mêmes. Et voilà ce qu'on faisait sur les bateaux, alors que les officiers croyaient qu'ils étaient heureux, qu'ils chantaient, qu'ils dansaient, qu'ils n'ont rien à foutre. Écoute, chacun a sa façon de comprendre. C'est une analyse très superficielle. Et justement, c'est là que l'ethnologie coloniale et l'anthropologie coloniale passaient à côté de l'essentiel, parce que c'est une interprétation d'un officier qui a regardé ça, parce que oui, les litanies religieuses, des fois on dirait que c'est de la hideuse. C'est comme pour Issawa ou Darqawa, etc. Ouais, entre Hidus et Issawa, il n'y a pas trop de différence. Parce que le système de chant, il est pratiquement le même, sauf il y a un registre profane, il y a un registre religieux, mais ils se confondent tous les deux dans le rythme, dans la cadence, dans la manière de se tenir les mains, dans la manière de se positionner en cercle. Il y a énormément de choses là-dedans. On reste sur Monte Cassino et il faut parler de ce qui s'est passé après le déverrouillage, disons, de la route. Là, ça y est, c'est terminé. Oui. La question de Rome est devenue une histoire de quelques jours. Mais les Marocains, pratiquement, s'arrêtent là, et il y a quelques tirailleurs qui continuent jusqu'au Rome, mais pour les Américains, ça y est, affaire conclue. D'ailleurs, Mussolini s'était échappé, en tout cas, un mouvement de résistance italien s'est installé, donc ça y est. Mais dès qu'ils ont déverrouillé, ça y est, la question de Rome était terminée. Il faut parler des violences sur les femmes qui ont été exercées dans la foulée de cette bataille. J'imagine les Italiens, avec l'arrivée des immigrés marocains dans les années 80, et quand quelqu'un leur dit Marocchino, la première des choses que leur tombe en tête, c'est l'image de Marocchino en Italie, par rapport à cette période de la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont fait violence aux femmes, aux enfants, aux adultes, ils ont violenté tout le monde, ils ont violenté les fermiers, ils ont violenté tout le monde, mais selon les mémoires des officiers, c'était les ordres. Parce que le pape s'est plaint à De Gaulle de ces violences. Et De Gaulle a demandé au début que les Marocains ne débarquent pas en Provence. Et Juin lui dit, mais il n'y a que ça, comment faire sans les Marocains? Il dit, je ne veux pas de bêtises en France, et on leur donne la consigne, ici c'est la France, il ne faut pas toucher. Et ils ont touché personne. C'est une question d'ordre. C'est les ordres des officiers qui leur ont demandé d'être violents avec les Italiens pour faire peur à la société italienne, aux soldats italiens, aux soldats allemands, c'est-à-dire exprimer une violence pour avoir une crainte, et ça fait partie d'une propagande psychologique, bien sûr, entre les deux armées, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et les Marocchinos, dans la mémoire italienne, et de mauvaise réputation. Ouais. Mais en face, il y a un film là-dessus. En face, on a le cimetière de Monte Cassino, où il y a énormément de nationalités. Il y a les Américains, les Anglais, les Polonais, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Je veux dire, tout le monde était enterré sur place, et ces cimetières existent toujours. Comme les cimetières en Tunisie, des batailles qui ont eu lieu, le corps des Australiens, tu trouves des Australiens enterrés à côté de Hammamet, il y a pas loin de Hammamet, il y a encore beaucoup de cimetières. Cette violence-là qui a donné l'occasion d'un film et de cette réputation-là, qui s'est exercée d'ailleurs par toutes les armées, l'armée rouge en Pologne, et quand ils arrivent en... la guerre elle-même est une violence. Oui, mais c'est justement l'occasion de... c'est ce que je voulais dire. Après, c'est pour rappeler un petit peu une évidence que c'est une chose... Mais dans la mémoire italienne... C'est une chose dégueulasse. Dans la mémoire italienne, le nom Marocchino, au début, avec l'arrivée des immigrés, ça sonnait bizarre. Il y a quelque chose qui ne collait pas. Ces Marocains gentils qui arrivent, ils sont là, ils travaillent, ils se démerdent, ils vendaient des babioles, des trucs, etc., extrêmement gentils par rapport à l'image de Marocchino qu'ils ont hérité de la Deuxième Guerre mondiale à travers la transmission des mémoires familiales, notamment pratiquement entre Napoli et Sienne. Toute cette partie-là, il a gardé en tête cette histoire. Non, je finis ce que je voulais dire par rapport à la violence que charrie la guerre. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle une guerre propre ou une guerre chevaleresque. Il y a un déchaînement de violence, et le fait de réduire l'adversaire, de lui priver de son humanité est une des conditions nécessaires pour exercer cette violence. Et évidemment, ça ne s'arrête pas comme un match de foot au coup de sifflet final. Et donc c'est une chose, je le répète, dégueulasse. Donc revenons à cette épopée, cette aventure. Ils vont remonter ce deuxième tabord, ils vont finir en Autriche ou en Allemagne, c'est ça? Ouais, mais attends, c'est les tabords qui libèrent Marseille. 3 tabords marocains, c'est-à-dire 3 régiments de gommiers. Le premier, le deuxième, Boyer de la Tour, le premier, le blanc, le troisième, je ne me rappelle plus qui était à sa tête, plus le 7e régiment des tirailleurs algériens qui ont fait capituler le général allemand Hans Schaeffer.
Marseille a été libérée par 3 tabors marocains et un régiment algérien. Il y avait ni américain, ni anglais, ni français à part. C'était bien avant le débarquement de Normandie. Bien sûr, c'était pour faire des versions, justement. On parle plus de celui de Normandie parce que, bon, bien sûr, celui de Provence. Ça dépend qui. De Gaulle parle beaucoup de celui du Sud parce que c'est des Français, entre guillemets. Oui, bien sûr. Mais c'est toute la fierté, justement, de cette participation de premier corps d'armée, parce qu'après la fin de l'Italie, juin monte en grade pour devenir une sorte d'inspecteur général des armées françaises, et de Lattre de Tassigny, qu'on surnommé le Roi Jean, devient le chef de premier corps d'armée, justement parce qu'on a enfin constitué une armée française dans les règles et dans les normes, et que c'est elle qui fait le débarquement entre Toulon et Marseille, et je le répète, c'est 3 tabors de gommiers et un régiment de tirailleurs algériens qui ont libéré la ville de Marseille. Ils y ont défilé, on a énormément de photos d'archives de ce défilé avec justement le Roi Jean de Tassigny. Ensuite, à partir de là, les forces françaises de l'intérieur, tous les groupes de résistance qui étaient à l'intérieur commencent à se joindre à ces troupes pour remonter la vallée du Rhône, comme on dit, donc jusqu'à Lyon, et puis jusqu'à Belfort, et puis jusqu'à l'Alsace, et puis jusqu'à la ligne Siegfried, qui est une ligne fortifiée entre la frontière franco-allemande jusqu'à Stuttgart, et jusqu'à Gans, en Autriche. Parallèlement au débarquement qui a eu lieu en Normandie, il y avait une troupe française, ce qu'on appelle la 2e DB du général Leclerc, la 2e division blindée. Cette 2e division blindée était constituée ici au Maroc, à Atmara, c'est à Atmara qu'elle a été constituée. Leclerc était venu du Tchad, il y a toute une histoire, il a participé et a battu une partie du troupe allemande à Bir Hakim. C'est pour ça qu'on a la station de métro à côté de la tour Eiffel qui s'appelle Bir Hachim, normalement il est devenu Berakaim. Les Français disent Berakaim parce que c'est H, on ne prononce pas H. C'est la bataille gagnée par Leclerc qui est remonté du Tchad via la Libye pour participer aux opérations. Donc la 2e DB a été constituée au Maroc, il participe au débarquement de Normandie et il rejoint justement la première armée française ensemble au nord de Paris, vers l'est, vers Metz. Et là, il continue les opérations. Et la ligne Siegfried, c'était une pas mince affaire, c'était énorme. C'est une grosse opération et c'est encore les gommiers qui ont fait le boulot. Alors, et ils vont être, récompensés ou bien glorifiés lors d'un défilé. On peut trouver les images aussi sur Internet. Beaucoup de défilés. Oui, sur les Champs-Élysées avec De Gaulle, le défilé de la victoire. Avec, attends. Non, c'est génial parce que ces opérations-là, en tout cas, mais surtout la visite de Mohamed V. Mohamed V, après la fin de la guerre, le 18 juin exactement, il participe. Il passe un mois en France, il fait la tournée avec De Gaulle un peu partout en France. Ces images d'archives sont là. Et puis, il va jusqu'à Gans, en Autriche, avec le Roi Jean de Lattre de Tassigny, pour visiter les troupes marocaines. Et on lui fait un défilé, s'il vous plaît, des différentes troupes marocaines, les gommiers, les tirailleurs, les divisions de montagne, les spahis, et tout ça. Je veux dire, il y avait tout ce beau monde, et puis la graphe des médailles, etc. Et les images d'archives sont incroyables là-dessus. Et puis, c'est là que De Gaulle lui épingle la médaille de compagnon de libération, justement, par cette participation de ce noyau de l'armée française qui furent au début les gommiers. La libération, ensuite, c'est rare. Il n'y a que les chefs de la résistance, un peu, ceux qui ont rejoint De Gaulle dès le début, pratiquement, qui ont eu droit, je crois, à cette médaille. Alors, il y a aussi une image, il faut que tu nous la décryptes, celle de je ne sais pas si c'est un régiment, un bataillon, un tabor, un goum, qui défile sur les Champs-Élysées avec un bouc. La mascotte. À Toulouse, quoi. La mascotte. Voilà. Ils ont toujours une mascotte. Et en général, c'est la chèvre. Et sur leur fanion, comme on dit, le drapeau du goum, il y a toujours une queue de cheval. Donc, une queue de cheval à côté du fanion, etc. C'est les symboles des goum. Et c'est très intéressant avec cette mascotte qui est toujours collée. Une chèvre ou un bouc dressé et qui fait le défilé et qui marche droit comme toute l'armée, je veux dire, sans problème. Si jamais échappé, elle n'a jamais fait de bêtises. Mais en tout cas, il n'y a pas de gommis sans bouc. Et le bouc finit en général en choix. Et le choix est accompagné avec Arideus. Écoute, oui. Il y avait aussi une devise qui était celle du 2e tabor, c'est rira bien qui rira le dernier. Absolument. Alors il faut en parler un petit peu parce que quand les mecs débarquaient, Bjlel, Borza,
et quelques animaux, etc., ils étaient, sujets à des moqueries, parce que c'est pas ce qu'on attend d'une armée moderne pour l'époque. Chaque régiment, chaque tabord, ils avaient des devises. Alors non, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y avait un décalage entre l'aspect qu'ils avaient de venir se... c'est un bonhomme Orza, avec un... Non, mais rira bien qu'il rira le dernier. C'est-à-dire qu'à la fin du combat, ça rigole plus, quoi. Absolument. Donc la suite du destin de ces goumiers se passe en Indochine, où il y a également une guerre coloniale pour aller... Une guerre de libération. Une guerre de libération. Tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Parce qu'eux aussi, ils ont participé à la libération. Et on va emmener les mêmes tabords là-bas pour faire le boulot de la France, cette fois contre des gens d'Ho Chi Minh, en fait, c'est ça. Ben oui, mais ça ne se passera pas comme la gloire de la Deuxième Guerre mondiale, parce que le contexte est différent quand même. On en voit à peu près 75 000 Marocains. Entre gommiers, tirailleurs, spahis, etc. En Deuxième Guerre mondiale, ils étaient combien ? En tout, rien que les gommiers, ils étaient 20 000, mais avec les autres troupes aussi, pareil, dans les mêmes proportions, 70 à 80 000. Donc c'est une grosse équipe qui arrive bien sûr. en Asie. Bien sûr, on mobilise de nouveau les Marocains, les Algériens, les Sénégalais, on amène tout le monde en Indochine, mais ça ne va pas se passer de la même manière parce que, surtout à partir de 1950, ça s'est vraiment corsé. Et on assiste à la défaite de l'armée française avec Dien Bien Phu en 1954, bien sûr, mais aussi, surtout, à beaucoup de choses qui ont eu lieu entre-temps, entre le Nord et le Sud. Et la participation des soldats marocains est très connue, surtout dans une zone qu'on appelle la RC4. Je crois que c'est une route principale qui traversait le Vietnam de nord au sud. Et c'est là qu'ils ont eu le gros du boulot. Et pourquoi ça se passe mal ? C'est une guerre de libération, c'est une guérilla, c'est pas une guerre régulière. C'est pas une guerre entre deux armées comme ça a été le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, c'est une guérilla et ensuite c'est une guerre de libération et la guerre psychologique, un nouveau type de guerre psychologique qui va impacter énormément les officiers français qui vont en être presque traumatisés et ils vont utiliser ces méthodes-là dans la guerre d'Algérie. Alors, quelle est cette guerre psychologique ? Ils y font référence. D'abord la propagande des Viet Minh vis-à-vis des Marocains pour encourager les désertions. D'abord. Ensuite, quand les prisonniers sont pris, il y a une sorte de lavage de cerveau, on cherche à leur changer d'avis, etc., et les retourner, et même à les récupérer, etc., ou à les faire souffrir, quand il s'agit surtout des Français qui, bien sûr, avaient du mal à changer de camp. Et aussi, et surtout, que les Marocains n'étaient pas non plus très convaincus parce que il y a eu des désertions, et surtout deux personnages très intéressants qui ont eu un énorme impact sur les désertions, même s'il n'y en avait pas d'immense. La première, c'est que Ho Chi Minh demande au Parti communiste français de lui trouver un communiste marocain pour aller là-bas et essayer de faire de la guerre psychologique, de la tractation, pour convaincre les Marocains de changer de camp. C'est le fameux Anma, M. Saaf. Abdallah Saaf nous a écrit un excellent livre sur ce personnage qui était mineur à Khouribga. Et donc, il passe par le Parti communiste au Maroc, et puis il fait l'itinéraire de Khouribga, de mineur à Khouribga jusqu'à là-bas. Propagandiste communiste au Vietnam. Là, il avait plusieurs surnoms, Marouf, Maroufi, Marouf, et il est surnommé là-bas Anma, avec un H à la fin. Et puis, sur place, il y avait un soldat qui s'appelait L'Hamri, je crois, L'Hamri, originaire de Abda, je crois, qui a déserté également. Pour une histoire de café, je crois. En tout cas, d'humiliation, on dit. Ouais. Mais c'est comme ça que les Goumiers, beaucoup de Marocains ont rejoint les Goum, les histoires d'humiliation pendant le protectorat. Je veux dire, c'est une longue histoire. Moi, j'ai eu des témoignages de gens, par exemple, un gars qui me raconte, il était dans un chantier de route, la corvée de route gratuite, etc. Et puis l'officier ou le chaouche était agressif vis-à-vis de lui. Il prend une pierre et lui donne un sacré coup sur la tête. Le bonhomme tombe et il se casse et il va dans une caserne à Zilal. Il s'engage et il se trouve soldat dans la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, il y a énormément de contextes, de choses qui expliqueraient peut-être non pas parce que les gens allaient heureux ou l'engouement, mais aussi ça donnait un statut, ça donnait un salaire. Et puis ça changeait aussi de situation, de statut en tant qu'indigène, mais mobilisé. Donc il a quelques droits par rapport aux commandes des mortels. C'est la même chose avec l'Indochine, surtout avec les revenants de la Deuxième Guerre mondiale, avec des babioles, des postes radio, de l'argent, etc. Donc ça galvanise aussi les autres pour le métier soit attractif, pour que les gens s'engagent. Ce Hamri, là, il a un rôle. Il y a beaucoup de littérature sur lui, sur le fait que... Enfin, moi, j'ai trouvé mentionné à côté d'Ho Chi Minh,
pour gérer les prisonniers marocains, les retourner, ouais. Et surtout les informer. Oui, mais même avec mégaphone. Oui, avec mégaphone, toutes les langues, les darija, tout pour convaincre. Rentrez chez vous, faites la même chose que ce qu'on fait, vu que c'est une guerre de libération, et surtout, il faut parler de l'exil du roi Mohamed. Là, ça va se passer à partir de 53. Ouais. Donc ça a beaucoup impacté effectivement les soldats. On va voir, parce qu'en Algérie, on a essayé d'utiliser les goumis, mais vite fait, ils se sont rendus compte que c'était un danger permanent, ou même pas au bout de 6 mois, ils vont les rapatrier, ils vont les renvoyer. Les gouvernements marocains, ils veulent... le FLN. Oui, tout à fait. Tout de suite, même au bout de 6 mois, ils ont trouvé même des lettres codées, envoyées au bled, écrites en chiffres. J'ai trouvé ça dans des documents d'officiers, un Marocain qui écrit une lettre au bled en chiffres, pas en lettres. Au fait, ça s'appelle Al-Hsab Arbari, ils apprenaient les lettres en chiffres. Mais qu'est-ce que ça prouve en fait, je comprends pas. Ça prouve qu'ils parlent en langage codé, c'est-à-dire qu'ils parlent du problème, ils ne veulent pas se battre contre leurs frères. Donc en fait, à partir des années 50, ces goumiers deviennent une mauvaise opération pour l'armée française. Que ce soit en Indochine ou... en Algérie, ils ne dépassent pas 4 mois. Oui, en Algérie, ça ne marche pas. Mais même en Indochine, enfin, on peut parler aussi 2 minutes du climat. On est quand même très très loin de ce que ces gens connaissent. Les conditions... entre l'Allemagne et le Maroc, ou la Corse et le Maroc, on est dans le même... j'ai envie de dire biotope, mais là on est dans un autre monde. Tout à fait, et surtout avec ces désertions et les problèmes que cela avait proposés, c'est-à-dire la suite n'était pas bonne, et surtout aussi finalement c'est la grande défaite de Dien Bien Phu pour que tout le monde plie bagage et rentrait, sauf les déserteurs. Qui sont restés là-bas. Ils sont restés là-bas. Jusqu'en 1972, je crois, je suis tombé sur un petit livre écrit par un ancien fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. On a beaucoup raconté pourquoi ils sont restés là-bas. Non, on les a oubliés. Non, on ne veut pas les rapatrier, etc. Eh ben non. Il raconte tout simplement qu'il a été désigné chef de service social au ministère des Affaires étrangères. Et on lui amène un courrier que ces soldats écrivaient à l'ambassade marocaine de Chine. Et par l'ambassade marocaine de Chine, on renvoie au ministère des Affaires étrangères, sauf que chaque personne était... tout le monde était indifférent, et ce monsieur, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé, il raconte comment il a déclenché le processus, et donc c'est lui qui propose de son propre gré à sa hiérarchie de rapatrier. Ils étaient entre 60 et une centaine de familles qui sont restées là-bas, qui avaient construit la fameuse porte des Marocains au Vietnam. Elle est toujours à côté de Saigon, hein. Il y a toujours une porte un peu qui ressemble à la porte de Bougeloud. Donc il existe des Marocains qui ont été mobilisés lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont débarqué en Corse, qui ont libéré la Corse, qui se sont retrouvés en Indochine, qui ont déserté en Indochine, qui ont fondé une famille en Indochine, et qui sont revenus en 1972. Ouais. Ce profil existe. Oui. Quel destin. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont encore en vie, mais en tout cas, ils sont traçables parce que Poussière d'Empire, un livre, Nicia Delannoy, et d'autres encore. En tout cas, de toute façon, ce qu'on appelle les premiers restos chinois au Maroc, c'était eux. C'était les enfants de ces couples mixtes. Mais tu sais, même au-delà même des soldats qui sont revenus en 54, ils ont amené des femmes. Hein. Oui, bien sûr. On les surnommait chinois, et on a un peu partout au Maroc, chinois, ou là de Chinouya, etc. Même en 54. Mais ceux-là, les 60, entre 60 et 100 soldats, ils ont tous épousé des Vietnamiennes, et ils ont eu des enfants, et donc ils ont été rapatriés tous entre 71 et 72. On est passé un peu vite sur la décision de la résidence française d'envoyer Mohamed Ben Youssef en exil, et sur le fait que, si j'ai bien compris, l'armée française a essayé de cacher cette information à ses supplétifs. Oui, mais elle est arrivée. Et surtout, c'est là qu'un corps d'officiers a joué un rôle très important. Ils les appelaient les officiers des affaires militaires musulmanes. C'était des officiers français, la majorité qui sont nés ici au Maroc, qui ont fait carrière dans l'armée, qui ont eu le brevet d'arabe, qui ont eu le certificat de berbère, le certificat d'arabe dialectal, comme ils disent, et qui étaient chargés un petit peu de l'encadrement de ces troupes, de veiller à leur psychologie, à leur morale, etc., etc. Et l'un d'eux raconte quand même justement dans ce contexte, pour un petit peu soulager, comme il disait, la souffrance et surtout galvaniser le moral, un groupe de tirailleurs, je crois, algériens ou marocains était encerclé par les Viet Minh. C'était l'Aïd Kbir. Et ben on leur a parachuté des moutons. T'imagines un mouton parachuté qui tombe du ciel? Je crois que la moitié est tombée chez les Viet Minh. Il a même publié la photo des moutons en parachute qui sont en train de tomber du ciel
Pour lui, c'est une manière de donner morale, de galvaniser ses troupes. Imagine, on encerclé par les Vite-Vif. Quand la France avait besoin des soldats marocains, il n'y avait pas de problème avec la notion de Eid Kbir, n'est-ce pas? Il n'y avait pas que le mouton parachuté, je veux dire, les autorités militaires, pour galvaniser, donner du moral à ces soldats, ils leur offraient même à la fin de leur service des pèlerinages à la Mecque, pour les remercier soi-disant, mais surtout pour impacter ce qui est resté soi-disant. Voilà, la récompense à la fin sera merveilleuse. Voilà comment on l'a fait. Parce que les gars, ils étaient complètement retournés. Non seulement, parce que n'oublions pas, Al-Hamri, il a fait de lui-même sur place. Anma, Marouf, est venu par le biais du Parti communiste. Al-Kharibgi. Mais on a la lettre de Mohamed Ben Abdelkarim Al-Khattabi. Ho Chi Minh a demandé à Al-Khattabi une déclaration. Et bien sûr qu'on diffusait un peu. Al-Khattabi, il est où? Il était au Caire. Il était au Caire. Donc il prend position contre... Oui, français. Puis une lettre où il demande aux soldats de garder leurs forces pour libérer leur pays, que c'est pas leur guerre, que c'est un peuple qui cherche sa libération, etc. Je veux dire, ils sont mis dans une situation difficile, en vérité. Ça joue un rôle aussi, bien sûr, dans la galvanisation, et surtout quand l'information arrive, parce que malgré tous les trucs qu'on faisait pour cacher l'information, mais une fois arrivé, ça y est, les gens, comme ils disent, le regard dans le vide. Voilà l'expression qu'utilisent les officiers pour parler de leurs soldats. À un moment donné, il y avait un regard fixe de guerrier, mais à un moment, ça y est, on commence à constater ce qu'on appelle le regard dans le vide, et là, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ces gens-là. Merci beaucoup pour ce panorama en 2 épisodes sur l'histoire des Goumiers, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie aussi, on l'a évoqué. C'est passionnant, c'est des histoires individuelles que vous avez peut-être autour de vous, dans vos familles ou dans votre entourage, qui participent. C'est une façon aussi de raconter la grande histoire, par des destins individuels. Voilà. Ouais, comme nos regulares et ces tropas nomades qui ont participé à la guerre civile espagnole. Dans un autre épisode. Merci Moustapha. Merci à vous. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.